Bonsoir et merci de nous retrouver. Nous sommes en direct sur LinkedIn et à l'Urban Station, maison de la RATP, où nos étudiants et nos futurs étudiants nous font la joie de participer à cette masterclass toute particulière. Très particulière parce que nous accueillons Hervé Bloch aujourd'hui. Bonjour. Et pour les rares personnes qui ne le connaissent pas encore, Hervé Bloch est président du groupe Business & Co qui regroupe les Big Boss 365, Proximum 365, VIMeet, c'est ça ? VIMeet 365 et Pitch Planet. Il est associé et membre du comité exécutif de EDG, AdsUp, Medsys, Equancy, Ors, DataVenture, SemantiWeb, World Ready, Follow, Axom. C'est un vrai défi de vous présenter. Tout ça, ça rentre sur une carte de visite ? Tout ça. Hervé, tu es celui qui a su transformer le business en véritable show. La preuve en est aujourd'hui. Président du groupe Business & Co, tu es le magicien qui œuvre derrière les big boss et tu es le lien incontournable de toutes ces rencontres qui transforment le monde du digital aujourd'hui. En 12 ans, tu es passé de 0 à 100 salariés et de 0 à 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et tu vises les 20 millions d'euros en 2024. J'ai bon ? C'est ça. C'est ça. De Géo au Club Med, à maestro du networking digital, tu transformes chaque challenge en succès. Tu prouves aussi que derrière chaque clic, il y a une stratégie et derrière chaque rencontre, une opportunité. Les participants à cette masterclass vont repartir avec plus qu'une leçon, mais avec une vision, celle qui transforme le fun en affaires sérieuses. Ça a l'air étonnant comme ça, mais vous allez vite comprendre. Ce soir, tu vas donc nous dévoiler les dessous de cette réussite, où le réseau est roi, ROI, dans tous les sens du terme, et le fun, ton meilleur outil commercial. La présentation est bonne jusqu'à présent. Merci. Alors, première question, Hervé. Peux-tu nous partager les débuts de ton parcours chez Email Vision ? Je crois que tu as commencé là-bas, après un passage donc, de Géo au Club Med, comme je viens de le dire. Alors, j'ai commencé un peu plus tôt chez IBM, en 99, Ok. donc le millénaire dernier. Je me rappelle, IBM avait acheté un E rouge, qui était le E comme e-business. Et c'était vraiment un choc de culture, puisqu'on avait des commerciaux qui avaient une cinquantaine d'années, qui vendaient des grands systèmes à des banques, et puis des petits jeunes en jean t-shirt qui commençaient à expliquer ce que c'était que la net économie. Donc c'était les premières boîtes du web. Il y avait Allociné, il y avait Aquarelle qui vendait des fleurs en ligne, il y avait Auckland avant eBazaar. Et donc certaines boîtes sont plus là, certaines sont encore là. Et c'était vraiment la genèse et le début du digital. Ok. Et donc, chez Email Vision, tu as commencé à faire quoi ? Alors, Email Vision, effectivement, c'était en 2006 et c'était l'avènement des réseaux sociaux. J'étais un des tout premiers sur Viaduc, qui ensuite s'est appelé Viadeo, et qui a fait quelques erreurs stratégiques sur la toute fin. J'étais aussi un des premiers sur LinkedIn, et donc qui, eux, ont très, très bien réussi. D'ailleurs, LinkedIn, pourquoi ils ont réussi LinkedIn en France, tout simplement ? Ils ont fait un partenariat avec l'APEC, et du coup, à ce moment-là, tous les cadres de l'APEC étaient sur LinkedIn. Et en face, il y avait Viaduc qui avait une stratégie très mass market. Et du coup, ils se sont perdus dans quelque chose qui était beaucoup moins élitiste, beaucoup moins business. Et en face, il y avait un LinkedIn qui gardait un certain élitisme. Ils existent encore, Viadeo ? Quasiment pas. Ça a été racheté par, je crois, le groupe Figaro pour faire en fait un site type job board. Mais vraiment, ça a été un succès fou. Ils ont eu des propositions pour être achetés des centaines de millions de dollars. Et puis, ils ont loupé le coche. Comme quoi, être entrepreneur, c'est aussi savoir créer une boîte, savoir l'incarner, savoir la développer, savoir la revendre au bon moment, au bon endroit, pas louper le train. Donc, il y a quand même un certain nombre de phases. Pas n'importe qui, ouais. Exactement, et pas n'importe qui. Et tu faisais quoi chez Email Vision ? Ton poste, c'était quoi ? Alors, moi, j'ai toujours été commercial. Okay. Toujours été commercial. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, quand j'avais 6-7 ans, elle m'a dit, bon, toi, tu seras commercial. Par contre, fais des études. Parce que si tu fais des études, tu feras du commercial à haut niveau. Si tu fais pas d'études, tu vendras des chaussures. Hein, n'importe qui pourra t'embaucher. Un bon commercial, on l'embauche n'importe où, dans des petits commerces et autres. Par contre, si tu fais des études, tu vendras des usines clés en main. Alors, j'ai jamais vendu d'usine clé en main, mais j'ai vendu des solutions complexes.
Et c'est ce qui m'a permis aussi de forger mon mindset d'entrepreneur. Parce qu'avant tout, un entrepreneur, c'est un vendeur. Ça doit être le meilleur vendeur de son entreprise. Oui, normal. Et qu'est-ce qui t'a fait passer justement de salarié du coup de IBM et Email Vision à te motiver à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale des Big Boss? Alors, je me rappelle, j'étais dans ma dernière expérience salariée, j'étais déjà très identifié comme un expert des réseaux sociaux professionnels. Dès 2007-2008, dès qu'un article parlait de ces sujets, il demandait mon témoignage. Et donc, je me rappelle avoir eu un article dans Challenge avec un photographe qui était venu me prendre en photo dans une boîte. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je suis salarié dans une boîte alors que j'ai créé une notoriété, j'ai créé un carnet d'adresses, j'ai créé un réseau, et que donc c'est pas normal de ne pas en avoir les fruits directs en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est à ce moment-là précis où je me suis dit, bon, mais c'est con d'être salarié dans une boîte et d'être plus connu que le dirigeant et le propriétaire de la société. Et donc c'est là où j'ai eu envie de créer ma société. Et tu as tout de suite pensé au Big Boss ou l'idée a germé? Alors l'idée, elle a 60 ans. Okay. Et pourtant, j'en ai 48. Bah oui. L'idée, elle a 60 ans parce que mes parents se sont rencontrés il y a 60 ans au Club Méditerranée. Et donc, toute cette convivialité, toute cette approche relationnelle, un chef de village qui tutoie chaque semaine tous les vacanciers qu'on appelle les GM, tout cet esprit géo, ça veut dire gentil organisateur. Et tout ça, ça baigne en moi depuis toujours. Et donc, lorsque j'ai voulu créer une société, moi, mon fort, c'est le relationnel et c'est le réseau. Et donc, j'ai voulu créer une activité de réseau. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que de donner un peu de force relationnelle, de convivialité dans le business. Et donc, tu parlais de fun. Alors, le fun, ça peut être aussi vite risqué, hein, de réunir des gens pour du fun. Ça ne va pas créer du business. Et donc, nous, on a eu l'idée folle. Alors, je dis nous, j'étais tout seul au début, en 2013. Fernand Bonnevie est mort. Alors, qui était Fernand Bonnevie? Qui peut me dire qui est Fernand Bonnevie? Fernand Bonnevie, c'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. Il venait de mourir, c'était un vrai moniteur, c'était pas un acteur qui faisait le moniteur, c'était un moniteur qui faisait l'acteur. Et donc moi j'avais envie de faire un événement au ski. Et donc un certain Emmanuel Lecugy, ici présent dans la salle, m'a donné l'idée du terme Big Boss. Il trouvait ça sympathique, il y avait une pub à l'époque dans Cadre Emploi qui mettait un mug avec écrit Boss et un autre mug avec écrit Big Boss. Donc l'air de dire changer de poste pour devenir Big Boss. Et donc il a trouvé l'idée intéressante, je l'ai prise et puis avec Jean-Claude Duss et son moniteur qui venait de mourir, j'ai eu l'envie de faire un événement qui allait s'appeler Les Big Boss font du ski, en hommage aux bronzés font du ski. Et quand je prends l'affiche de l'époque, hein, c'était vraiment l'affiche, la fonte jaune, on reconnaît, si on met l'affiche des bronzés font du ski et l'affiche des Big Boss, c'est exactement la même. Et donc c'était parti, on a lancé l'aventure. Et il y a déjà eu du monde dans ce premier événement. Alors je me rappelle, j'ai annoncé, il y a un certain Jonathan Teboul qui est ici d'ailleurs, il connaît toute cette aventure de départ, n'est-ce pas Jonathan? Et à l'époque, on interviewait tous les deux des décideurs du digital, de l'e-commerce. Et donc j'avais déjà interviewé à peu près 250 décideurs. Donc c'est ceux que j'ai invités. On avait créé une intimité avec eux. On partait tous les vendredis interviewer 4, 5, 6 décideurs. Donc on avait créé une intimité avec eux. Et donc j'ai décidé de les inviter. Alors c'était fou hein, parce que je ne connaissais pas le ski, je ne connaissais pas l'événementiel, mais j'avais une furieuse envie de fédérer tout ce beau monde. Mais c'était axé sur le digital déjà? C'était que des décideurs du digital, exactement. Okay. Moi, le digital, j'ai connu en 99. J'ai la chance d'être un dinosaure d'un univers, alors que je n'ai que 25 ans d'expérience. Dans le textile, dans l'industrie, dans le ferroviaire, il faut avoir 200, 300, 400 ans pour être un dinosaure. Moi, je n'ai que 25 ans d'expérience dans l'univers et je fais partie des dinosaures du digital. Et donc c'est parce que tu connaissais tous ces big boss que tu as identifié les opportunités du marché qui t'ont mené à la création de ces différentes branches de ton groupe? En fait, j'avais une conviction, c'est que les salons traditionnels, c'est froid, c'est austère, ça ne crée pas un lien chaleureux business. J'avais envie de remettre de la convivialité et de la chaleur dans le business.
Alors quoi de mieux que de prendre de la chaleur à -10 dans une piste de ski? Mais en tout cas, je me rappelle le samedi après-midi, c'était un week-end, hein. J'ai emmené 148 décideurs un week-end, du vendredi matin au dimanche soir. Et je me rappelle d'un samedi après-midi, fin de journée, après une très belle journée de ski, j'avais posé des brochettes de bonbons et des fontaines de chocolat partout dans les tables, dans l'hôtel qu'on avait privatisé à La Plagne. Et c'est à ce moment précis, à cette seconde précise, que je tenais quelque chose. C'est la première fois que des décideurs partaient en week-end sans leur conjoint, sans leur enfant, pour échanger d'un point de vue business sur le digital. Ils venaient de passer un moment incroyable. Et donc, c'est à ce moment-là précis que cette approche relationnelle était puissante. Quand on a fait du ski avec quelqu'un, c'est plus un prospect qu'on essaie de capter. Ça devient déjà un être humain, passionné de digital, un copain. Et donc, c'est tout ce relationnel-là qui peut se convertir facilement en business. En fait, tu as remplacé les déjeuners d'affaires en long week-end, quoi. C'est ça. De toute façon, on n'a rien inventé, hein. L'humain, depuis plusieurs millénaires, se regroupe, se fédère, se réunit. Et donc, il fallait adapter ça à l'univers business. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en démarrant cette aventure ? Des défis, il y en a plein, surtout quand on fait de l'événementiel, hein, parce que réunir 150 personnes du vendredi matin au dimanche soir, c'est des défis en permanence. On a eu des grèves de train, on est parti en avion pour faire Paris-Genève pour quand même sauver l'événement. On a eu un certain Castex, qui n'est pas très loin ici, qui à l'époque était Premier ministre et qui nous dit 5 jours avant un événement en 2021, bon, il y a une reprise un peu du Covid, là on est à la 4e ou 5e vague, bon, faites pas de sortie de fin d'année, faites pas de soirée, n'allez pas trop voir votre famille. Enfin, moi j'ai un événement dans 5 jours, j'ai 600 personnes, j'ai un TGV affrété, j'ai un Club Med privatisé, et là, il n'interdit pas, il suggère. Quand il interdit, c'est un cas de force majeure, c'est annulé, je suis remboursé. Quand il suggère, c'est pas un cas de force majeure, je suis pas annulé, je suis pas remboursé. Donc là, j'ai le Club Med qui m'appelle, il me dit bon Hervé, tu as vu les messages de notre Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait? Je fais toi tu me rembourses? Non. On va faire quand même l'événement. Et je me rappelle, j'avais demandé à mes équipes d'appeler tous les participants pour avoir l'info en temps réel. Je voulais d'ailleurs un update toutes les heures. En gros, toutes les heures, on appelait les gens, est-ce que tu veux venir? On t'a suggéré de ne pas le faire. Tu viens ou tu viens pas? Dis-le nous. Si tu viens pas, voilà, le Premier ministre nous a demandé de ne pas le faire. Mais si tu viens, on le sait, tu confirmes et t'embarques. Et donc, on était 83% des participants qui ont confirmé. Et on a quand même pu embarquer. Et pour remercier ces gens-là, je me rappelle, moi, j'avais mes équipes qui opéraient l'événement. Moi, je m'étais dit, pour remercier ces gens qui bravent finalement la suggestion gouvernementale, je vais organiser un vaccinodrome. Et alors, le défi d'organiser un vaccinodrome quand on n'est ni pharmacien ni médecin, c'est que déjà, il faut trouver des doses. Donc, j'ai prospecté toutes les pharmacies de Savoie. Ensuite, il faut trouver un médecin, parce qu'il n'y a qu'un médecin qui peut acheter des doses. Ensuite, il faut trouver des étudiants en médecine pour être les infirmiers ponctuels. Ça, c'était plus facile. Et donc, le jeudi soir, veille de l'événement, j'ai les doses, j'ai les étudiants, j'ai pas le médecin. Et là, j'ai un de mes collaborateurs qui est en charge des décideurs, qui finissait tard avec moi et qui voyait que je galérais sur ce sujet. Et pourtant, c'était un sujet de... Voilà, je voulais remercier ma communauté qui avait accepté de braver les interdits ou les suggestions pour que l'événement puisse réussir. Et donc, il me dit, mais au fait, mon beau-père, il est ophtalmo. Appelle ton beau-père. Bon, ophtalmo, c'est médecin, c'est quand même, il a des bases. Et donc, il a appelé son beau-père à 21h, et à 21h30, le beau-père a dit « Ok, j'embarque. Et demain matin, je vois tes étudiants pour en faire mes infirmiers, et on fait un vaccinodrome. » Et on a vacciné 128 personnes, deuxième dose, Pfizer. Et on a remercié, en fait, les gens qui avaient voulu participer à l'événement. Bravo. Est-ce que tu avais une vision bien précise d'où tu voulais amener de la direction dans laquelle tu voulais amener ton entreprise, ou tu t'as tâtonné au début? Alors moi, je me rappelle, quand j'ai fait le premier événement, je me suis dit, c'est fou ce truc, ça a l'air de marcher. Et mon rêve, ce serait de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette année, on fait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'avais un rêve qui était finalement pas si ambitieux que ça. Et non, en fait, c'est pas vrai. On fait des business plans pour rassurer des investisseurs. Mais en fait, l'investisseur, il ne regarde pas le business plan. Il regarde la personne en train de présenter le business plan et il se dit, est-ce que cette personne,
elle a l'air smart, est-ce que cette personne, elle pourra pivoter si ça ne marche pas comme prévu? Et donc, en fait, le business plan, c'est plus pour se rassurer comme ça intuitivement, mais en fait, il va se passer plein de chemins. Il va y avoir plein d'embûches. On dit souvent qu'il y a une image qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment où c'est une personne qui monte sur une échelle, puis à un moment donné, elle tombe sur des matelas, et puis elle ressort, et puis elle remonte. Puis après, elle remonte, elle tombe, puis après, elle remonte. Ben, c'est un peu ça, l'entrepreneur. On voit souvent le succès, la haine d'ailleurs de ceux qui réussissent, et finalement, on n'a pas vu qu'il y a eu quand même pas mal d'embûches, pas mal de difficultés. Nous, on a vécu le Covid, 2020 Covid. On est le 29 février, l'Italie est confinée. Alors tous les Français disent non mais l'Italie est confinée, mais on ne sera jamais confiné, c'est n'importe quoi, c'est comme Tchernobyl. Tchernobyl, ça était exactement aux frontières de la France. Et donc, moi j'avais un événement avec des décideurs de la communication, tout le monde commençait à en parler, parce que là c'était pas encore interdit, on était 15 jours avant le premier confinement, et moi j'avais encore 22 événements à organiser. Et donc je me suis dit, mais là mon business il va exploser en vol. Et non, j'ai rencontré une société qui digitalise les événements. On a déjeuné la veille de l'annonce de Macron du confinement et j'ai finalement racheté la société 9 mois plus tard. Et pendant ces 9 mois, j'ai digitalisé l'ensemble de mes événements jusqu'en juin 2021 où les restaurants, les hôteliers et l'événementiel ont pu reprendre leur activité physique. Bravo. La force commerciale, j'imagine qu'elle a joué un rôle important dans le succès de ton entreprise ? Mais ça, c'est indéniable. Moi, j'estime qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait 3 assets, 3 skills. S'il ne les a pas, ça ne sert à rien qu'il soit entrepreneur, ou en tout cas, il faut qu'il s'associe avec des gens qui ont les skills qu'il n'a pas. La première, elle est incontestable, elle est indéniable, c'est la fonction commerciale. Un entrepreneur qui n'est pas commercial ne réussira jamais son entreprise. Un entrepreneur qui n'est pas commercial et qui recrute un directeur commercial ne connaît pas les codes du commercial. Donc, se fera avoir par son directeur commercial où ils n'arriveront pas à se comprendre et ils n'auront pas la même approche. Donc, le commercial, c'est essentiel. J'ai toujours été, je suis encore le premier commercial de mon groupe. La deuxième expertise, pas évidente non plus, c'est une expertise marketing, produit, vision, stratégie. Donc, c'est une entreprise tech, c'est le moteur technologique. C'est une entreprise marketing, c'est effectivement le produit marketing. Donc, il faut savoir vendre, il faut savoir inventer un produit, qui soit marketing, communication, tech. Et puis la troisième skills, allez, c'est celle qu'on peut quand même déléguer, même si moi j'ai fait beaucoup de conneries sur ce sujet, c'est celle que j'ai le moins, c'est la partie administrative, gestion, finance. Moi, je me rappelle, j'avais une collaboratrice qui était une alternante qui me dit « Hervé, je viens de voir un super film, c'est Le Stagiaire avec Robert De Niro. » Et le stagiaire, c'est donc une personne retraitée qui fait un stage dans une entreprise et qui finit à la tête de cette entreprise. Et donc, elle me dit « Viens, on recrute un papy compta. » Ça va être sympa, il sera là, il fera les notes de frais, il fera la compta. Bon, donc on se met à recruter un papy compta. J'ai eu Hélin, 77 ans à l'époque. Et donc, il venait 2 fois par semaine, je lui donnais mes notes de frais, il faisait les fiches de paye, il faisait la compta. Sauf que moi, l'entreprise, elle grandissait beaucoup plus vite que sa capacité à traiter les infos. Et au bout de 2-3 ans, ça ne convenait plus. Et donc, j'ai fini par recruter un vrai directeur financier pour opérer tous ces sujets. D'accord. Et tu as des stratégies commerciales que tu pourrais partager avec nous, des stratégies efficaces que tu as employées ? Alors moi, en 99 chez IBM, à l'époque, les commerciaux restaient 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les boîtes. Donc ils sortaient d'école de commerce, ils étaient embauchés chez Xerox, chez IBM, chez HP, on les renvoyait dans une école de vente dédiée cette fois-ci à l'entreprise. Donc moi j'ai fait l'école de vente IBM en 99 et à l'époque donc IBM c'était des ventes complexes, on parlait de ventes qui allaient de 1 million à 1 milliard de francs à l'époque. Donc voilà, entre 200 000 et 150 millions d'euros, c'était des ventes complexes. Et donc dans les ventes complexes, il faut mettre en place une stratégie rationnelle d'identification de la pertinence d'une opportunité. Et c'est un acronyme qui s'appelle le BANT, le BANT. D'accord ? En fait, il faut mettre une note de 1 à 5 à chacun des critères que je vais vous donner. Et si le cumul de ces notes est à 14 sur 20, il y a une affaire, il y a une opportunité. Il faut qu'on y passe du temps et il faut qu'on l'amène à bon port. Et si on est en dessous de 14, c'est qu'on n'est pas encore au bon endroit, on n'est pas encore au bon moment. Alors, c'est quoi les 4 critères ? Le premier, il est facile, c'est le B, c'est le budget.
il faut connaître le budget de son interlocuteur. Pas forcément le budget exact à la virgule près, mais il faut avoir une notion d'échelle de valeur. Mon produit coûte 100 000, il n'a que 10 000, ça ne marchera pas. Mon produit coûte 1 million, il a 100 millions, je ne suis peut-être pas au bon niveau d'interlocuteur non plus. Il peut l'acheter, mais pour lui, je suis une miette. Donc le budget, et on ne peut pas poser les questions en mode inquisition, agressive, on est obligé d'être subtil, de revenir sur... Parce que quand on dit bonjour, c'est quoi ton budget? Ben non, je ne te donne pas mon budget. Donc il faut y aller de manière subtile, revenir intelligemment. Mais ton budget, c'est plutôt 10 000 ou 100 000 euros. Ah bah, oui, bah c'est 32 000. OK, bah, tu m'as donné ton budget. Donc voilà, donc le budget. Le A, c'est authority. Qui on a en face? Est-ce qu'on a un marketeur? Est-ce qu'on a un stagiaire? Est-ce qu'on a un alternant? Est-ce qu'on a un dirigeant? Est-ce qu'on a quelqu'un qui prescrit mais qui ne décide pas? La différence entre un prescripteur et un décideur, le prescripteur, il a le pouvoir de dire non, mais il n'a pas le pouvoir de dire oui. Le décideur, il a le pouvoir de dire non et de dire oui. Et donc, il faut vite comprendre qui on a en face. Est-ce que la personne en face, elle prescrit, elle décide, elle signe? Celui qui décide n'est pas forcément celui qui signe. On peut avoir un décideur qui décide et puis un directeur financier qui signe. Voilà, donc le A, pareil, c'est savoir qui on en face, quelle est la chaîne de commandement, quel est le cycle de décision et quel est le cycle de décideur. Dans les ventes complexes, on peut avoir 5, 10, 15 décideurs. Donc en gros, est-ce qu'on a pu mapper ce territoire? Le N, le troisième, c'est les needs, le besoin. Est-ce que le besoin de celui qui va m'acheter mon produit ou mon service est avéré? Et est-ce que son besoin correspond à mon produit et mon service? Et enfin, le T, c'est time, c'est l'échéance. Est-ce qu'on est sur une échéance court terme, moyen terme, long terme? Et donc, si effectivement on a un budget bien déclaré, un décideur qui a un projet, un besoin qui matche avec ce que je suis capable de lui vendre, et en plus avec une échéance courte, on est à 18/20 et on va signer cette affaire. Si on a un budget qui n'est pas clair, on a une personne qui a une hiérarchie très faible dans l'entreprise, son besoin n'est pas bien exprimé et son échéance est floue, on est loin d'avoir obtenu 14/20 sur chacun des critères. Et il ne faut pas passer du temps, ou en tout cas, peut-être laisser cette opportunité mûrir, grandir, pour arriver au fameux 14/20 pour creuser. Ok, c'est très instructif, je trouve. Donc on a compris comment tu as construit ton réseau, mais comment tu l'entretiens, ton réseau professionnel? Alors je dis toujours qu'on se lave les dents 2 fois par jour, à peu près 3 minutes, ce qui fait 6 minutes par jour, ce qui veut dire 180 minutes par mois. Le réseau social, comme LinkedIn, et entretenir son réseau, c'est pareil. Et le problème, c'est que si vous ne vous lavez pas les dents pendant 30 jours, je peux vous garantir que ça ne sert à rien de vous laver les dents 180 minutes le 30e jour. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est tous les jours. LinkedIn, c'est tous les jours. Moi, je suis sur LinkedIn tous les jours depuis peut-être 16 ou 17 ans, 2 heures par jour. Et je ne fais pas que capter des informations et récupérer des connaissances. En fait, le principe, je me rappelle, Jonathan, tu m'avais parlé d'un truc une fois, c'est un principe théologique qui dit que, en fait, quand on naît, le bébé, en fait, il n'est pas dans un don réciproque, il est plutôt dans une approche recevoir pour recevoir. Donc en gros, je pleure parce que j'ai faim, je pleure parce qu'il faut qu'on me change, et puis voilà, on m'a nourri, on m'a changé, mais il n'y a pas encore de retour. Et puis l'enfant grandit un peu, le bébé grandit un peu, et puis là il commence à comprendre, le bébé, que finalement quand il sourit à ses parents, il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir une émotion. Donc on va être dans le recevoir pour donner. D'accord ? Donc je reçois la nourriture et donc je donne un sourire. Puis après, on évolue, on grandit, et puis il y a le donner pour recevoir. Et c'est la bonne règle, donner pour recevoir. Je donne pour recevoir. Et puis alors, l'approche ultime, l'approche théologique, l'approche pas religieuse, mais l'approche la plus belle humaine, c'est donner pour donner. Dans le business, donner pour donner, c'est dangereux, parce qu'on va pas forcément, on va être trop, ça va être inégalitaire. Donner pour recevoir, c'est le bon tempo. Donner pour recevoir, c'est je donne, je sais à qui je donne, je sais auprès de qui je reçois, j'arrête de donner à ceux pour qui je ne reçois pas, mais par contre je donne et je sais à qui j'ai donné. Et donc je crée des opportunités pour plus tard de réception.
Je vous donne un exemple. Donc, j'étais chez Email Vision, effectivement, entre 2006 et 2009. Et pendant 18 mois, 2 anecdotes d'ailleurs, je suis recruté pour être directeur commercial. Mais le DG vient me voir et il me dit, bon, Hervé, on a une image d'exemplarité dans l'entreprise. Donc, tu vas plutôt être commercial. Et puis, si pendant 6 mois, tu es le meilleur commercial, on te donnera cette promotion de directeur commercial. Bon, c'est pas ce qui était prévu au départ, mais bon, je joue le jeu. Et donc, à l'époque, il y avait le mardi matin, il y avait les sacro-saints phoniques du mardi matin. Phonique du mardi matin, il n'y avait pas un commercial qui pouvait louper cette séquence. On était un peu tous dans une grande salle et on passait nos coups de fil pour prendre des rendez-vous. Et il y avait l'émulation un peu de groupe. Celui qui prenait le plus de rendez-vous, il avait un week-end relais château et autres. Donc voilà, il y avait une émulation. Et donc, pour louper ce fameux phonique du mardi matin, il fallait soit signer le deal de l'année, soit avoir un enfant malade, un parent malade, enfin vraiment avoir une bonne excuse. Et donc moi, à l'époque, j'étais donc très présent sur Viaduc, et Viaduc avait des groupes qu'il appelait des hubs, et j'avais privatisé un peu tous les hubs, parce que j'étais vraiment dans les tout premiers, autour de l'emailing, parce que Email Vision, c'était de l'emailing, donc j'avais créé une quinzaine de groupes, et donc j'attrapais tous les participants qui rentraient dans ces groupes, et c'était finalement des leads générateurs sans le savoir. Et donc, moi, qu'est-ce que je faisais ? Du mardi après-midi au lundi soir, je crée des connexions avec des potentiels prospects sur ces sujets de l'email marketing. Et puis le mardi matin, pendant le sacro symphonie, je prenais des rendez-vous avec des gens avec lesquels j'avais déjà créé un intérêt. Les appels de prospection, on appelle ça du cold calling, appel froid. Moi, c'était plus de l'appel froid. L'appel, il était déjà tiédi, parce que j'avais déjà créé une interaction pendant la semaine. Et donc moi, je ne prenais pas 3 ou 4 rendez-vous, je prenais 17 rendez-vous. Et donc, j'ai obtenu une légitimité naturelle évidente. J'ai été directeur commercial au bout de 2 mois. Ils n'ont pas attendu les 6 mois. Et donc, c'est ces réseaux sociaux qui m'ont créé cette légitimité et cette puissance. Et je crois que c'était une autre question que tu m'avais posée, et puis j'ai un peu dérivé. C'était quoi la question à la base, c'est comment tu entretiens ton réseau professionnel. Alors voilà, donc en gros, on l'entretient en donnant à son réseau des contacts, des opportunités en permanence, tout le temps. Moi, tous les jours, encore tous les jours aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Tiens Hervé, je cherche un boulot, est-ce que tu peux m'aider ?» Je vais l'aider. Peut-être que je ne vais pas trouver, peut-être que je ne vais pas lui permettre de trouver, mais il saura que j'ai aidé. Et quand moi, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai un sujet très pointu sur de l'assurance automobile pour de la location courte durée Airbnb. C'est un sujet très complexe. Je me rappelle d'une personne qui était dans l'assurance affinitaire, et je me rappelle lui avoir donné 2-3 services à l'époque, lui avoir rendu 2-3 services, et là, il m'a répondu immédiatement, et j'ai eu ma réponse tout de suite, très pertinente, que j'aurais jamais trouvée par ailleurs. Il était spécialiste, je ne l'étais pas. Et donc, c'est un peu comme l'alchimie. Nous sommes tous des alchimistes. L'alchimiste des temps modernes. L'alchimie, c'est celui qui transformait du plomb en or. Donc, en fait, le plomb, c'est les contacts que vous avez, mais sur lesquels vous n'avez plus vraiment d'interaction ou d'utilisation, même si le terme est fort, il n'y a pas de notion d'exploitation. Mais par contre, pour d'autres, c'est de l'or. Et réciproquement, pour d'autres, ils ont des contacts en plomb qui peuvent être de l'or pour moi. Et donc, les réseaux sociaux et la puissance du réseau, c'est transformer du plomb en or. Donc, transformez le plomb des autres en or, et vous verrez qu'ils seront contents de transformer votre plomb en or. Penses-tu que tu aurais eu une telle réussite sans l'existence des réseaux sociaux ? Alors, très bonne question. Les réseaux sociaux, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur. Donc oui, j'avais cette puissance du networking qui a été démesurément accélérée par les réseaux sociaux, mais j'avais déjà cette approche de networking. Elle n'est pas inventée par les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 29 999 contacts sur LinkedIn. Alors pourquoi je suis bloqué ? Parce que c'est bloqué à 30 000 LinkedIn. Au-delà de 30 000, on ne peut pas. On peut être abonné, donc j'ai 35 000 abonnés, mais on ne peut pas. Donc régulièrement, je supprime des gens avec lesquels j'ai le moins d'interaction. Le problème, c'est que j'ai quand même beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens depuis 25 ans, et du coup, j'ai du mal. Je le fais avec mes filles, en fait. Elles me donnent un prénom au hasard, je tape le prénom, tout en bas de la liste, c'est le prénom d'une personne avec laquelle j'ai le moins d'interaction. Et je regarde si la dernière Delphine, des 322 Delphines que j'ai de l'interaction avec elle, et si je n'ai pas d'interaction, je supprime. Le problème, c'est que la dernière Delphine, j'ai quand même des interactions avec elle. Donc j'ai de plus en plus de mal
à supprimer. Alors, ce qui me sauve, c'est les anciens cadres dans le digital qui deviennent profs de yoga, sophrologues, executive coach, développement personnel. Là, c'est bien parce que je peux, comme ça, et encore, parce que je pourrais avoir moi aussi des besoins à l'instant T. Mais voilà, donc en gros, entretenir son réseau, c'est essentiel. J'ai eu la chance un jour d'être intervenant à Polytechnique. J'étais très fier, moi qui n'ai pas du tout fait des études aussi hautes, de donner comme ça l'exemple. Et donc j'explique les réseaux sociaux à des gens qui ont 2 fois mon QI. Et j'en ai un qui me pose une question de manière assez agressive. Il me dit oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que faire du réseautage, c'est exploiter les contacts des autres. Je fais oui. Dans la façon dont tu l'as dit, tu le dis de manière très agressive, tu as l'impression qu'on utilise, qu'on exploite l'autre. Mais non, j'exploite l'autre parce qu'il va m'exploiter. J'exploite les contacts de l'autre parce qu'il va pouvoir exploiter les miens. Et donc, il ne faut pas le voir comme une manipulation, comme une exploitation. Il faut le voir comme un partage intelligent de contacts qui, de plomb, deviennent de l'or et de l'or deviennent du plomb. Un échange. Exactement. À part LinkedIn, il y a d'autres plateformes qui sont aujourd'hui importantes pour toi, efficaces en tout cas, aussi efficaces que LinkedIn. Alors déjà, LinkedIn a franchi 1 milliard de users. Moi, quand j'y étais, il y avait 5 millions de users. Et d'ailleurs, qui a racheté LinkedIn? C'est quand même intéressant. C'est Microsoft qui a racheté LinkedIn. Alors pourquoi Microsoft a racheté LinkedIn? Pas vraiment de lien. Hein. Parce que Microsoft voulait surtout pas que Salesforce rachète LinkedIn. Parce que si Salesforce rachetait LinkedIn, c'était game over dans les logiciels CRM. Si le meilleur logiciel CRM rachète le meilleur réseau social professionnel pour faire de la prospection commerciale, c'est game over. Et donc Microsoft a racheté pour 26 milliards LinkedIn à l'époque, juste pour éviter que Salesforce l'achète. Parce que Microsoft avait aussi un outil, a toujours un outil qui s'appelle Microsoft CRM Dynamics et qui ne pouvait pas se permettre d'éteindre ce business si LinkedIn était mangé par un autre acteur que Microsoft. Mais ils ont créé de la synergie entre les deux? Enfin, ils ont plugué? Pas tant que ça. Même pas tant que ça. Parce que justement, pour des questions de monopole, ils ne peuvent pas se permettre de brancher en synergie complète aussi. Alors, il y a des nouveaux réseaux sociaux. Moi, j'ai mes filles qui me parlent régulièrement de Snapchat. Non, on ne fait pas de business avec Snapchat. Elles me parlent de TikTok. Figurez-vous qu'il y a pas mal de leads qui sont générés sur TikTok. TikTok est tellement puissant dans son algorithme que les 10 premiers jours, les 20 premiers jours, on reçoit n'importe quoi, des trends, des danses, des trucs. Et puis au fur et à mesure, on commence à rester un peu plus longtemps sur une vidéo, à liker une vidéo. Et donc l'algorithme entend, comprend de plus en plus. Et j'ai une petite digression là-dessus, c'est les complotistes. Je ne sais pas s'il y a des complotistes dans la salle, mais les complotistes, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour eux parce qu'un complotiste, quand il voit une vidéo de complotiste et que du coup l'algorithme lui sert que des vidéos de complotistes, lui il a l'impression que toutes les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux c'est des vidéos de complotistes, et donc il est sûr que la Terre est plate, il est sûr que la Shoah n'a jamais existé, il est sûr que les Vikings n'ont pas envahi l'Europe du Nord. Donc en gros, en fait, l'algorithme est tellement puissant qu'on peut quand même. Moi, par exemple, au début, il me servait n'importe quoi, puis maintenant, il me sert de l'immobilier, ça tombe bien, je fais de l'immobilier. Il me sert des sujets du digital, ça tombe bien, je suis dans le digital. Donc, on peut quand même faire des choses. C'est de manière beaucoup plus indirecte que le contact franc et massif d'une connexion sur LinkedIn, mais c'est possible. Sur Instagram aussi. Sur Instagram, bien sûr, c'est quand même plutôt un sujet leisure, lifestyle, mais il y a certains business qui peuvent se faire et qui peuvent être générés à travers, y compris des business d'immobilier ou autres qui peuvent se faire sur Instagram. Ok. Quelle est ta philosophie en matière de leadership et de management d'équipe? Alors, j'avais, je crois sur TikTok ou sur Instagram, j'ai vu récemment une image de avoir du pouvoir, c'est donner du pouvoir. Et donc, moi, j'ai une centaine de personnes, j'ai 11 lignes de management, et je passe mon temps à leur donner du pouvoir. Et en fait, quand je donne du pouvoir aux gens, je crée à ce moment-là aussi une approche emblématique, ce qu'on appelle l'empowerment. Ça sert à rien d'avoir un patron qui écrase tout le monde et puis 100 employés qui grimpent jamais. Moi, j'ai la fierté que la totalité de mes 11 directeurs ont commencé stagiaires ou alternants chez moi, qu'ils sont tous devenus associés de l'entreprise. Récemment, on a fait une opération financière, ils ont gagné entre 50 000 et 500 000 euros chacun.
Donc ça représente entre 2 et 10 fois leur salaire annuel. Et donc voilà, donc c'est des gens qui ont grandi aussi avec l'aventure. Je vais citer Camille Dumont. Camille Dumont, elle est arrivée en 2014, donc il y a 10 ans. Elle était stagiaire. Et maintenant, elle est directrice associée en charge des opérations. Et c'est elle qui mène le bal sur l'ensemble de nos événements. Du haut de ses 30 ans, pour moi, elle a encore 20 ans, parce que j'ai encore cette image, son CV, l'horreur avec une photo grossière et autres. Mais bon, 10 ans plus tard, elle est encore là, elle est associée. Et d'ailleurs, elle est même tombée amoureuse d'un autre directeur et ils vont se marier cet été. Ah, donc voilà, donc c'est un tiers de sa vie professionnelle et son futur mari. Et donc elle a commencé stagiaire et aujourd'hui elle dirige les équipes de production, d'opérations logistiques et puis elle fait en sorte que les événements tiennent la route en dehors des aspects business, communication et autres. T'as pas beaucoup de turnover alors dans tes équipes? Alors j'en ai de plus en plus parce que forcément l'entreprise grandit, mais en fait, l'entreprise, c'est aussi une aventure. Moi, ils sont tous potes entre eux. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ils sont potes entre eux, c'est sympa. On a une petite brasserie en bas du bureau. Ils y sont tous tout le temps en permanence, toujours un prétexte pour qu'ils se voient. Bon, l'inconvénient, c'est que si je fais une exception, tout le monde le sait. Si je donne une augmentation, tout le monde le sait. Voilà, donc il faut quand même vivre avec. Mais quand même, c'est sympathique. Moi, la devise, c'est work hard, play hard. Parce qu'en fait, pour qu'un événement se passe bien, pour qu'un événement soit simple, c'est très difficile. J'ai un confrère, on a pris un verre un jour, il me dit « Hervé, ce qu'on fait, toi et moi, it's simple but not easy ». C'est simple, mais c'est pas facile. Et pour qu'on ait cette impression de simplicité, de fluidité, c'est pas facile du tout. Et donc, work hard, play hard, c'est voilà, on bosse beaucoup, c'est dur, mais on fait la fête, on s'amuse, et on prend du bon temps et toute l'approche humaine qu'on délivre dans nos approches business, c'est aussi le cas auprès des équipes. Il y a de la bienveillance, il y a de la positivité. Et puis, quand on a un Covid et qu'on se retrouve tous en télétravail et qu'on sait qu'on va plus pouvoir faire nos événements physiques et qu'on arrive à tenir, c'est aussi des belles épreuves et des belles approches de complémentarité humaine. Okay, donc l'innovation et l'évolution technologique, donc tu l'as utilisé pendant le Covid beaucoup. Comment tu gères tout cet aspect d'innovation et d'évolution technologique justement au sein de tes entreprises, hormis cet aspect de distanciation? Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc quand il n'y a pas d'événement physique, bien sûr qu'un événement digital, c'est génial. Mais dès qu'on peut faire des événements physiques, l'événement digital, ça répond à une équation, mais c'est quand même bien moins bien que le physique. D'ailleurs, je vais vous donner aussi un conseil. Mon directeur commercial, il est jeune, il a 30 ans, celui qui va bientôt se marier. Et lui, il est dans cette génération, à chaque fois qu'il me dit « oui, mais ça, c'était le millénaire d'avant, c'était le siècle d'avant ». Lui, il est contre les rendez-vous physiques commerciaux. C'est une bêtise, Vincent, si tu me suis en direct, c'est une bêtise, c'est une connerie. On est des animaux relationnels, on a besoin de voir, de sentir, de renifler, d'écouter, de se connecter à la personne. Et dans une vision, on ne voit rien. Et dans un coup de fil, on n'entend rien. On entend, mais on n'entend rien, en vrai. Et donc, bien sûr qu'un événement digitalisé, quand on fait un événement mondial et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, ça a du sens. Ou hybridisé. En revanche, rien ne remplace un événement physique. D'ailleurs, depuis la sortie du Covid, depuis le télétravail, le MICE, ce qu'on appelle le MICE, donc les réunions dans des châteaux ou autres, cartonnent parce que les gens ont besoin, ont envie de se voir. Ils n'en peuvent plus de se retrouver comme ça dans leur salon pour faire du télétravail 3 jours par semaine. Et donc, voilà, donc, en gros, le digital répond à une certaine approche. Moi, la société que j'ai rachetée a créé un événement mondial qui s'appelle Paris Space Week. C'est le premier événement au monde du domaine spatial. Et donc, ils ont développé une technologie pour digitaliser les événements parce que, justement, sur cet événement spatial, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer et pourtant, ça se passe en Chine, ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis. Et donc, ils ont créé ce logiciel pour cet événement. Puis ensuite, ils l'ont commercialisé et moi, j'ai fini par acheter l'ensemble. Donc, oui, la tech est importante, mais quand même, la relation humaine, c'est pas tout de suite que l'intelligence artificielle et la robotisation va pouvoir la remplacer. Mais est-ce que tu as mis en place des process spécifiques technologiques? Alors, j'ai un comité IA. J'ai à peu près peut-être 40% de mes équipes qui sont dans ce comité. Et donc, dans chaque service, on a regardé quels sont les outils IA qui peuvent aider
accélérer. On a fait un livre, par exemple, le livre des 10 ans, et donc avec 1300 photos, 400 pages, 60 interviews. C'est vraiment un livre iconique, un très très beau livre d'art. Et à l'époque, quand on faisait des livres, il nous fallait des photos en HD, il fallait absolument que la photo elle fasse 5 mégas, etc., 300 débits. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Même une photo captée sur Internet, on appuie sur un bouton, hop, elle se densifie intégralement et elle devient propre pour faire du print. On n'a que la moitié de la photo, hop, on appuie sur un bouton, puis l'intelligence artificielle va redessiner exactement le bas du corps comme le haut du corps. Voilà, donc en gros, dans plein de domaines, c'est flippant aussi, hein, l'intelligence artificielle, c'est soit je l'utilise pour accélérer, soit je l'utilise pour licencier toutes mes équipes. Alors moi, je vais plutôt l'utiliser pour accélérer, augmenter. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait 200 ans qu'il y a des révolutions qui ciblent ce qu'on appelle les cols bleus, les ouvriers dans les usines. Là, ça fait quelques années qu'on cible les cols blancs, hein, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui ont fait des études intellectuelles pour donc voilà, être sécurisés par la machine, l'automatisation, mais c'est pas vrai, c'est eux qui vont être touchés. Donc, ça a déjà commencé. Hein. Et c'est pour ça que la relation humaine, ça va être compliqué hein, qu'une machine replace un peu l'émotion humaine, le sentiment humain. Elle va pouvoir faire des choses que l'humain ne sait pas faire aussi vite, un calcul, une traduction et autres. Mais quand même, concentrez-vous sur des sujets humains parce que ceux-là, ils vont mettre du temps à être remplacés par la machine. Est-ce que tu as déjà eu une expérience d'échec? J'imagine que oui. Tous les jours. En fait, un entrepreneur, ça prend des claques et des bisous. Tous les jours. Tous les jours, des claques, des claques, des claques, des bisous, des bisous, des bisous. Alors, quand on a une journée avec plus de claques que de bisous, donc plus d'échecs que de réussites, bon, bah, cette journée, on la vit mal. Et puis, un autre jour, on a des bisous, des bisous, des bisous, une petite claque, des bisous, des bisous. Celle-là, elle est plus sympathique. Ce que j'appelle aussi la rémunération émotionnelle. Alors, bien sûr, moi, je rémunère aussi mes équipes en finance, mais la rémunération émotionnelle, quand j'ai 800 personnes dans un événement qui sont en général des quadras, 35-50 ans, qui gagnent 100 000, 200 000 euros par an, et que je demande à ces 800 personnes de se lever et de faire une standing ovation à mes équipes qui, elles, ont plutôt 25-30 ans et ont des salaires entre 30 et 70 000 euros, et qu'il y a 800 personnes qui les applaudissent, qui sont en général l'âge d'être leurs parents, eh ben, il y a de l'émotion et de la rémunération émotionnelle, et c'est assez vibrant pour eux. Ouais, on se sent bien dans ton entreprise, finalement. Bah oui. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite démarrer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésite à faire le premier pas? Alors déjà, ne faites pas cette bêtise qu'on écoute sur TikTok, sur Instagram. Ouais, vas-y, moi je suis entrepreneur, arrêtez de vous faire avoir, vous faire exploiter, allez-y, avec les conseils des bonimenteurs, les Oussama, Marenko. Non, c'est pas vrai. C'est pas facile d'être entrepreneur. Et moi, mon conseil, c'est d'abord aller voir ce qui se passe chez les autres en tant que simple salarié. Moi, je savais que j'allais être entrepreneur. Mais j'ai quand même, j'ai créé mon entreprise à 35 ans et j'ai commencé à travailler à 22-23. Donc j'ai observé, j'ai beaucoup observé. J'ai fait des conneries, mais faire des conneries quand on est salarié, c'est pas très grave. Ou faire des mauvais choix quand on est salarié, c'est pas très grave. Donc moi, je n'ai créé qu'une seule entreprise, elle a réussi. Peut-être que si j'avais créé ma première entreprise à 23, je l'aurais planté, à 25, je l'aurais planté, à 28, je l'aurais planté, et peut-être que j'aurais réussi à en faire une à 35. Chaque échec est un pas vers la réussite. Mais dans les faits, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller observer ce qui se passe chez les autres et de se forger cette expertise, cette expérience pour ensuite développer sa propre entreprise. Je partage tout à fait ton opinion, j'ai à peu près le même parcours. Quelle importance accordes-tu à la RSE dans tes activités entrepreneuriales ? Alors, j'ai pris une grande décision aux grandes dames d'un certain nombre de mes participants. Je ne fais plus d'événements en avion. Pourtant, on est parti à Marrakech, on est parti en Grèce, on est parti aux Canaries. On a quand même fait des événements de dingue à 3 heures d'avion. Eh bien, on commence à avoir une pression permanente de nos participants sur ce contexte aérien pour un événement business qui ne réunissait que des Français. On avait des gens qui nous disaient « Non, mais quand même, vous pouvez faire un événement en France, pourquoi vous êtes obligé de consommer des avions ?» En plus, la catastrophe, quand on organise un événement, on affrète un avion. Quand on affrète un avion du vendredi au dimanche, en fait, on ne bloque pas l'avion du vendredi au dimanche. Donc, il prend tous les participants pour amener à bon port, il repart à vide. Donc moi, sur le dernier événement, j'avais 4 avions qui repartaient à vide de Grèce en France. Ensuite, le dimanche, ils repartent à vide
pour ramener tout le monde. Donc, en fait, on consomme 4 trajets, dont 2 à vide et 2 à plein. Et donc voilà, les premières années, j'avais 1 ou 2 personnes qui se plaignaient qu'on fasse un événement. L'hiver, on partait en train, et puis tout au long de l'année, on a des événements sur Paris. Donc c'était vraiment cette Summer Edition qui dérangeait les consciences écologiques. Et puis c'était 2, puis 6, puis 14, puis 28, puis 37. Le dernier événement, c'était donc en 2022. 37 personnes se sont plaintes et ont décidé de ne pas venir parce que c'était en avion. Et alors, 37 personnes, c'est uniquement côté décideurs. Hein. Moi, j'ai des décideurs que j'invite et des prestataires qui payent. Dans ceux qui payent, j'en avais aussi qui disaient non, mais moi, je préfère faire ton autre événement, celui en train, parce que quand même, la planète, etc. Alors, est-ce que c'est les mêmes qui, en juin, juillet, repartent avec leurs femmes et leurs enfants en Grèce ou aux Canaries? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un contexte de travel ban, de plus en plus de grands comptes qui interdisent leurs collaborateurs de se déplacer en avion. Et donc, voilà, donc j'ai pris cette décision. En 2023, on a fait notre premier événement Summer en train. On est parti à Opio au Club Med, donc à côté de Nice, et on refait d'ailleurs cette année. Et donc, c'était notre plus grosse empreinte carbone. Donc ça, c'est la partie E du RSE. Souvent d'ailleurs, quand on parle de RSE, responsabilité sociétale et environnementale, on parle beaucoup du E, mais il y a aussi beaucoup le S. Et donc, il y a aussi des initiatives à mettre en place autour du S. Nous, dès le début, dès 2014, on s'est associé avec une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer. Et on a permis à cette association de récolter 1 million d'euros de dons en nature auprès des e-commerçants et des retailers qui étaient présents sur place et qui offraient leur surstock à cette association. Et donc, on a mené des actions sociétales tout au long. On a fait aussi quelque chose de marrant. On était en 2019, c'était le 10e opus Big Boss. Ce n'était pas la 10e année, parce qu'on fait 2 opus par an, hein, Summer, Winter. Mais j'avais mon concurrent direct qui, lui, venait de fêter ses 10 ans et avait sorti Martin Solveig, le DJ reconnu mondialement, pour la soirée Prestige. Alors j'avais tous les participants qui ont pris en photo Martin Solveig, qui ont dit « T'as vu, ton concurrent, il a mis Martin Solveig, comment toi tu vas répondre ?» Bon, ils m'ont chauffé un peu. Alors moi, j'ai un peu creusé l'idée. Moi, je m'étais dit, bon, j'aime bien le Club Med. Qui est symptomatique du Club Med? C'est Gilbert Montagnier. Alors, j'ai contacté l'impresario de Gilbert Montagnier. On va s'aimer, les sonorités tropiques, tout ça. Et son impresario, c'est sa femme, en fait. C'est une fan qui est devenue sa femme et qui est maintenant son impresario. Donc, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, ah, vous savez, mon mari, il est encore mondialement connu. Donc, oui, il peut faire votre prestation. Alors, ça va coûter 45 000 euros. Il va y avoir 45 minutes de chansons et on impose nos 7 musiciens. Bon, bah écoutez, chère madame, votre mari, il est très connu, mais une fois qu'il a chanté les sonates des tropiques, On va s'aimer et peut-être The Fool, plus personne ne connaît les 30 autres minutes qu'il va nous faire. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de payer 45 000 euros pour 45 minutes, dont une demi-heure qui ne servent à rien. Donc, est-ce que vous pouvez me donner pour 15 000 euros ces 3 meilleures chansons? Et là, on sera très content. Non, elle m'a imposé les 7 musiciens, etc. Donc, j'ai dit non. Et puis, 45 000 euros pour la blague du 10e opus, c'était quand même assez cher. Et donc, on m'a donné un autre artiste. Beaucoup mieux celui-là, beaucoup moins cher. C'est un artiste qui a fait qu'une seule chanson de toute sa vie, mondialement connu, et qui existe depuis 50 ans. Alors, c'est qui cet artiste? Born to be Alive. Mais voilà, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Donc, on me propose Patrick Hernandez, son impresario. Voilà, il me dit, bah voilà, lui, c'est simple, c'est 15 000 euros. Il a une petite clé USB, il chante par-dessus la musique, et ça dure 4 minutes 30. Et si vous voulez, il y a un petit rappel. Vous appelez comment les Big Boss? Eh bien, le rappel, c'est la même musique, c'est la même chanson, mais au lieu de dire Born to be Alive, il dit Born to be Big Boss. Ah ouais, c'était sympa, ça. Born to be Big Boss, c'était sympa. Bon, le problème, c'est qu'il est alcoolique notoire. C'est son impresario qui le dit, et que donc... je vais avoir des problèmes sur LinkedIn, c'est pas grave. Et donc, en fait, son impresario m'a prévenu, et donc je voulais pas risquer qu'il annule le dernier moment. Et du coup, j'ai pas pris cet artiste. Alors, où je veux en venir sur le sociétal, je suis allé au CES de Las Vegas cette année, et j'ai rencontré une technologie canadienne qui rend la vue à des aveugles. Alors non, j'ai pas rappelé Gilbert Montagnier. Par contre, j'ai fait venir une personne non-voyante à l'événement. Et donc, j'ai fait travailler une association de malvoyants. J'ai fait venir une personne non-voyante. Je lui ai offert la paire de lunettes. Il est venu par un avion séparé. Il a passé une demi-journée avec une personne de mon équipe. On l'a filmé, en train de découvrir la vue, le soleil,
la mer, enfin, bref, de voir tout ça. Et puis après, il prenait la parole le samedi soir lors de la plénière pour déjà remercier l'organisation et puis expliquer que la technologie permet de ce qu'on appelle le tech for good, permet de rendre la vue à un aveugle, voire de faire marcher un enfant en fauteuil roulant, ce qu'on appelle les exosquelettes. Et donc, pour les 10 ans, en tout cas pour le 10e opus, j'ai voulu donner cette logique parce que tous ces participants qui viennent à mes événements du vendredi au dimanche, en général c'est plutôt des hommes, mais on a aussi des femmes, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants le dimanche soir quand on ne les a pas vus du week-end? Ils disent oui, bon, j'ai fait la fête un peu avec mes congénères du digital. Ils ne peuvent pas dire ça. Là, ils allaient dire, tu sais, mon chéri, papa, il n'était pas là parce que papa, il a vu une technologie qui permet de rendre la vue à un aveugle. C'est ça la technologie. Papa, il travaille dans la technologie, et la technologie, ça permet ça. Tu sais, ton copain qui est en fauteuil roulant, peut-être dans quelques années, avec les exosquelettes, on pourra le faire marcher, parce qu'on pourra simuler la moelle épinière d'un point de vue informatique pour qu'il puisse marcher sereinement. Voilà, allez, couche-toi mon enfant, parce que demain, tu as école. Et voilà, et donc j'ai voulu faire ça, et je peux vous garantir que quand il a pris la parole, Lionel, il était très touchant parce que celui à qui on a donné la paire de lunettes, il a dit voilà, je voudrais vous remercier pour la paire de lunettes, parce que ça coûte 15 000 $ une paire de lunettes qui rend la vue à un aveugle. Et il y a 162 millions d'aveugles dans le monde et il n'y en a pas 162 millions qui ont les moyens de mettre 15 000 $. Et donc, il nous a remerciés, mais il nous a immédiatement dit qu'il n'allait pas les garder et qu'il allait les donner à son fils de 8 ans qui a la même cécité que lui, donc qui est aussi aveugle. Et en fait, on s'était douté, parce que quand on avait préparé l'entrevue avec lui, il nous avait raconté que lui s'était battu, et maintenant il admettait tout à fait sa cécité, mais que son fils, il s'est battu pour que son fils aille dans une école normale, avec les handicaps que ça peut avoir. Et donc, on s'était dit que peut-être il allait donner la paire de lunettes à son fils, et donc on avait prévu une deuxième paire de lunettes qu'on a offert au père et qu'on a offert au fils. Et le dimanche soir, à 22h, quand tout le monde est arrivé chez lui, il nous a pris une photo de son fils en train de jouer à la console. Pour la première fois, il jouait à la console, parce que son grand drame, c'est que tous ses copains de 8 ans, ils jouaient à la console et que lui, il ne pouvait pas jouer à la console. Et donc voilà, aussi le Tech for Good, ça amène aussi ce genre d'émotion. Très beau. Comment fais-tu pour rester informé en avance sur les tendances du secteur ? En fait, en discutant avec les gens en permanence, c'est comme ça que... D'ailleurs, mon événement est fait aussi sur cette logique. Le digital, ça bouge tout le temps. Il y a 2 ans, tout le monde parlait de métaverse. Aujourd'hui, plus personne n'entend parler. Depuis 1 an, on parle d'intelligence artificielle. Je pense que ça va être une tendance de fond. Et donc, il y a 5 ans, on parlait d'acquisition. Après, on parlait de dépendance à Google. On parlait de data. Et donc, il faut sans cesse être au goût du jour et donc sans cesse échanger avec ceux qui savent. Et c'est comme ça qu'on reste le plus possible à la page. Et puis tu as la jeunesse de tes équipes aussi. Tout à fait. Les jeunes nous apprennent beaucoup. On a fait un événement dans le gaming. Mes équipes savaient beaucoup mieux que moi ce que c'était que le gaming. Le gaming, c'est une discipline sportive qui va dépasser le foot ou le basket ou le golf dans les années à venir. Il y a certains championnats de gaming où le gagnant gagne 15 millions de $, 30 millions de $ parce qu'il a joué à un jeu vidéo. Ça se fait dans des stades aussi, ouais. Exactement. Tu veux bien partager avec nous un moment où un mentor ou une figure inspirante a eu un impact significatif sur ta carrière ? Alors, on a privatisé le Mama Shelter de Lille. Et le Mama Shelter, c'est le fils du fondateur du Club Méditerranée qui l'a créé. Il s'appelle Serge Trigano. Et Serge Trigano, pour ceux qui suivaient l'économie il y a quelques années, il a pris la tête de l'entreprise fondée par son père et il s'est fait virer 1 an après. Alors pourquoi ? Parce que le père, il avait quand même fait quelques bêtises au Club Méditerranée au début. Du coup, il avait dilué son capital et il lui restait plus que 1% de son capital. Et donc, quand le père a donné les rênes à son fils, le fils, il avait que 1% du capital et il avait 99% du capital dans son board. Et donc, le board a mandaté un cabinet de conseil qui a fait une étude qui a été remis au président avec comme conclusion un certain nombre de points d'étape à progresser. Et la même étude a été remise au board pour dire il faut virer le président. Bon, donc c'était la même étude et pas forcément la même conclusion. Et donc, Serge Trigano s'est fait virer. Et c'était le malpropre de l'économie française. Lui qui se fait virer par l'entreprise, qui a fondé son père, etc. Donc pendant des années, c'était le loser. En France, on aime bien. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a échoué, on préfère lui faire confiance à lui plutôt qu'un entrepreneur
qui n'a jamais ni échoué ni réussi. Parce que celui qui a échoué, j'ai pris une claque, il s'est relevé, il va recommencer, il va essayer de ne pas reproduire les erreurs. Donc il sera peut-être plus performant que celui qui est vierge de toute expérience entrepreneuriale. Donc Serge Trigonneau, pendant des années, il avait eu donc l'idée de faire le Mama Shelter. Le Mama Shelter, c'est tout con, hein. C'est le Club Med dans la ville. Quand il a présenté, donc j'ai privatisé le Mama Shelter de Lille pour un événement, je lui ai demandé de prendre la parole pour raconter l'épopée Club Med et l'épopée Mama Shelter. Et il nous disait tout simplement que c'est quoi le Mama Shelter? C'est pas un hôtel où on mange, c'est un restaurant où on dort. C'est-à-dire qu'en fait, Mama Shelter, ce qui est intéressant, c'est le restaurant, l'ambiance, la convivialité, la gentillesse, comme les géos au Club Med. Et puis, il y a des chambres plutôt spartiates, c'est plutôt des 2 étoiles, hein, les 2-3 étoiles, les Mama Shelter. Mais par contre, on s'y sent bien, c'est de la bonne nourriture, c'est des bonnes ambiances, etc. C'est convivial, ouais. C'est convivial, comme le Club Med. Donc, il n'a rien inventé de plus que reprendre ce qu'avait fondé son père, mais dans un autre univers. Et donc, ce qu'il a raconté, et c'est ça, moi, qui m'a touché, c'est que au début, quand il raconte toute cette histoire, voilà, ce loser et qui se fait virer du Club Med, eh bien, aujourd'hui, c'est son plus grand bonheur parce que Mama Shelter, il l'a créé avec ses enfants. Et donc, il dit que la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est de s'être fait virer du Club Med. Parce que s'il avait continué, il aurait été toujours le fils de son père qui a repris les rênes de l'entreprise qu'il n'a pas fondée. Au lieu de ça, c'était lui le patriarche qui a créé avec ses fils l'entreprise qu'il a fondée et qu'il a ensuite revendue à Accor. Et donc j'ai trouvé ça assez touchant et assez symptomatique aussi de comment l'échec est mal vécu en France alors qu'il peut être au contraire une belle opportunité et un beau diplôme. Finalement l'échec c'est un très beau diplôme, hein. L'ITIC aussi ça crée des beaux diplômes, mais l'échec c'est un beau diplôme aussi. Bon, on essaye de faire réussir nos étudiants, mais mais c'est l'échec personnel dont tu parles, j'ai compris. Alors j'ai d'autres questions, mais je vais voir s'il y en a certaines dans l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Une au moins. Oui, Marie, ici. Merci, très intéressant. J'ai une question sur vos débuts. Vous avez dit que vous avez été dans les premières années 90 commercial chez IBM. 99. 89. J'aurais aimé que vous nous disiez un mot sur les dossiers, enfin sur peut-être comment dire, peut-être le revers de la médaille, peut-être ce qui a pu vous paraître moins fun, c'est l'apprentissage de vos dossiers. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Je présume qu'un bon commercial est un commercial qui maîtrise ce qu'il vend afin de pouvoir transformer le plomb de l'autre en or. Enfin, voilà. Je veux dire, est-ce que cet aspect de la chose, de votre travail, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, peut-être Alors déjà, si quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne travaille pas. Moi, j'ai quasiment jamais travaillé de ma vie parce que j'ai toujours été passionné par ce que je fais. Bon, là, maintenant que j'ai 100 personnes, des équipes, un fonds d'investissement, tout ça, il y a quand même quelques réunions un peu chiantes. Voilà, donc pour revenir à la question, effectivement, quand on veut vendre un produit, un projet, un service, une approche complexe, il y a du boulot. D'ailleurs, on appelle ça en France les ingénieurs technico-commerciaux, parce qu'il y a du boulot. Il faut rentrer en plein dedans, il faut avoir une maîtrise de l'analyse financière, il faut avoir une maîtrise des sujets techniques, de toutes les incidences. Et ça fait partie du job, au même titre que dans mon métier, faire un filage pour savoir minute après minute ce qui va se passer pendant 3 jours, c'est chiant, hein. Heureusement, c'est Camille qui le faisait plutôt, mais en tout cas, il faut quand même faire des choses aussi qui ne nous intéressent pas. Mais le but ultime, à l'arrivée, le succès et la fierté du deal signé ou de l'entreprise qui réussit gomme toutes les petites phases qui étaient peut-être moins intéressantes. Ok. Alors, on me fait signe qu'il faut que je passe à la tombola. Tirage au sort, à moins qu'il y ait une autre question qui émerge. Avant cela, non. Ah oui, il est où l'urne, s'il vous plaît? Alors, qui tire au sort? Qui a la main innocente? Ouais. On gagne quoi? On gagne quoi? Là, il y a des bons d'achat Amazon. Il y a 150 € en bons d'achat pour le premier et 50 pour le deuxième. Ah bah évidemment.
Oui. Tu veux que je parle fort dans le micro, nous entend? Bah non, mais là, je crois qu'il marche les deux là. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok, bonsoir. Nous, on est DigiSchool, on est partenaire avec ITIC Paris. Vous avez peut-être pu voir qu'on déambulait un peu avec notre téléphone aujourd'hui. Julie, qui est ici avec moi, elle a des petites cartes de passe, 3 mois offerts à notre plateforme de révision. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on prépare au TOEIC, on prépare au code de la route, code moto, etc. Donc, voilà, profitez-en, je te laisse, elle va vous en donner. Donc, il y a 2 cartes Amazon à gagner. Il y en a une de 50 € et une de 150 €. Donc, on va faire... Vous avez mis vos petits bulletins, normalement. Donc, je vais tirer au sort pour voir si je tombe sur votre numéro. Mais est-ce que tu as une main innocente? Complètement, ouais. En tout cas, jamais été en prison. Parce que tu t'es jamais fait ça gauler. saurait si, Voilà, si les coupables allaient en prison. Ça, c'est la police fait mal son travail. Dites pas mon vrai nom. Donc là, je prends le numéro, je vais pas regarder. 71 pour la carte cadeau à 50 €. Est-ce qu'il est là? C'est une couleur violette. Numéro 71. Non, il est parti. Trop tard. 54, violet aussi. Non, dommage. Ok, du coup, là j'ai le 56, violet. Je veux bien, oui, mais comment savoir? Ceci dit, ils étaient au courant que de toute façon, voilà, il fallait rester jusqu'au bout. 43 bleus. Ah, on a un gagnant. 43. Non, bleu. 40. C'est bleu et c'est 18, c'est ça? 43 bleus, ouais. 43 bleus. Ouais, du coup, 43. Parce que sinon ça s'en sortira jamais. Bien sûr. Allez, viens. Félicitations. Je te remercie. Bravo. Et du coup, pour le gros lot, alors, on espère qu'on aura un peu plus de chance. 27 violets. Non. Non. 97 violets. En même temps, il y a au moins 10 fois plus de papier ici. Alors attendez, hop, 48 rouges. C'est toi ça, 48 rouges, non? Ouais, mais on m'a dit que j'avais pas le droit de jouer. 30. Je dis 30. 30. La couleur c'est violet, mais s'il y a un 1,30, déjà on est content. Eh ben les go, viens. Et bravo, voilà, 150 € Amazon. Bravo, chérie Dan. Merci à tous, voilà, donc... Merci. Voilà, merci à ITIC aussi de nous avoir reçus. Alors, pour finir, s'il vous plaît, j'aimerais, Hervé, te remercier pour cette interview passionnante. Même moi, j'ai appris des choses. Alors que je suis plus vieux que toi. Et pour te remercier, je te remets le trophée partenaire de l'école. Merci. Que j'espère tu mettras dans ta très grande chambre sur ta cheminée. Non, je vais le mettre à côté des autres trophées que les Big Boss ont gagnés depuis quelques années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.